Maureen, tu as pas mal d'expérience. Tu es passé par Docto pendant plusieurs années et à présent, tu es, senior recruteur chez Matera Exact. depuis un peu plus d'un an. Et on s'est parlé et tu m'as raconté à quel point la data était importante chez toi dans ton approche de recrutement. Dans l'échange, je me suis rendu compte que voilà, tu étais probablement beaucoup plus avancé que beaucoup de confrères sur ce sujet en particulier. Donc, ça valait le coup de faire un gros partage pour aider tout le monde à se mettre à un niveau sympa de ce côté-là. Et voilà, merci d'avoir préparé ce talk pour partager avec la communauté tout ton savoir. Et voilà, et j'espère que tout le monde va pouvoir apprendre à accélérer sur ses recrutements avec une vision vraiment très analytique, très data-driven. Donc voilà. Et pour info, vous pouvez mettre toutes vos questions dans le chat. N'oubliez pas, je vois qu'il y en a déjà beaucoup, vous êtes nombreux à commencer à dire coucou dans le chat. N'oubliez pas de mettre sur l'onglet à tout le monde lorsque vous envoyez un petit message. Comme ça évite qu'on prenne juste nous les questions côté hôte et panéliste et que tout le monde puisse voter un peu les questions et voilà, et que ça parte un peu en débat aussi, on aime bien. Donc voilà, on te laisse la parole, Maureen, et puis on se retrouve dans 25 minutes pour passer au Q&A. Super. Salut tout le monde, enchantée. Donc moi, je m'appelle Maureen et donc voilà, comme disait Mathias, la data, c'est un peu mon dada, on va dire. Ça m'a beaucoup aidé, principalement du coup chez Docto où j'ai été recruteur puis sourceur, et d'autant plus aujourd'hui chez Matera où du coup je gère toute la partie recrutement. Alors, je vais juste partager du coup mon écran parce que sinon ça va être un peu plus compliqué. Hop là. Tout est bon? Super. Eh bien, on va y aller. Alors, déjà, pour introduire un petit peu Matera, je ne sais pas si vous connaissez. Donc, on a été créé en 2017. On est à peu près un peu plus de 200 à travailler sur 2 produits. Et les 2 produits qu'on a, en gros, l'idée, c'est de pouvoir aider les propriétaires à s'affranchir en gros des intermédiaires et de les rendre les plus autonomes possibles dans la gestion de leurs biens immobiliers grâce du coup aux outils, à la technologie. Donc du coup, le premier produit qu'on a, ça va être vraiment d'aider les propriétaires et donc du coup les copropriétaires d'appartements, du coup d'avoir une alternative au syndic coopératif, un syndic professionnel, pardon. Et la deuxième partie, le nouveau bébé qui a vu le jour en 2023, en janvier, c'est dans le même ADN. Le but, c'est d'enlever les intermédiaires avec les agences ici, là, immobilières et de location pour offrir un outil aux propriétaires de maisons ou d'appartements qui souhaitent du coup gérer leur location. Et donc du coup, pour ces 2 produits-là, on va proposer une plateforme en ligne avec une équipe d'experts juridiques, en termes de travaux, de compta, etc., pour pas qu'ils soient tout seuls. Du coup, pour ceci étant fait, du coup, vous parlez un petit peu de la problématique. J'imagine que vous êtes habitué un peu aux KPI un peu classiques, donc du coup, les taux de retour, les conversions, les time to hire, ou voilà, le nombre de recrutements qu'on va faire par mois, etc. Donc, on va dire que c'est ce qu'on regarde quand tout se passe bien. Par contre, dès qu'on va faire face un peu à des entraves au niveau du recrutement, c'est parfois difficile d'expliquer les problèmes et du coup, encore plus difficile de trouver des solutions. Donc là, l'idée, c'est de vous proposer un peu une approche qui va être plus dans l'anticipation, de vous donner un peu tous mes tips pour contrer un peu tous les futurs problèmes que vous pourriez rencontrer et, in fine, du coup, améliorer un peu le processus de recrutement. Je fais un gros disclaimer, tout ça c'est impossible si vous n'avez pas d'outils, si vous n'avez pas de suivi. Donc c'est très important du coup de revenir un peu à l'essentiel en amont et de bien vous poser sur l'ATS par exemple que vous allez utiliser et comment il fonctionne. Du coup, premier spec qu'on va voir, ça va être sur le sourcing. Du coup, on a donc de façon générale, quand on travaille sur la partie sourcing, ce qui peut être super intéressant, ça va être de confronter un peu le marché avec le brief qu'on va avoir. Donc là, le cas numéro 1 qu'on a, c'est voilà, on travaille sur le marché nantais, on veut des devs. À l'époque, on avait du coup une stratégie de recrutement assez forte sur ce hub. Et donc là, l'outil que vous avez en face, c'est Talent Inside. Donc c'est donc un outil assez puissant pour donner une visibilité un peu sur le marché. C'est possible de le faire avec LinkedIn Recruiter, mais c'est un peu plus chronophage.
Enfin bref. Et donc du coup, au début du recrutement, l'idée c'est de voir un peu à quoi ressemble le marché, de donner de la visibilité. Donc là, de dire, bon, on a potentiellement 2000 candidats qui peuvent être intéressants pour nous. Où est-ce qu'on va les trouver? Donc là, c'est ce qu'on peut voir un peu plus sur la partie ici, sur les boîtes. Donc des conseils, des grosses boîtes et les top technos qui sont maîtrisés. Une fois qu'on a ça, du coup, on va pouvoir confronter un peu ces informations avec notre brief et du coup de se dire, bon, nous, voilà, on va rechercher des profils en start-up. Donc, on a déjà un premier petit problème. Et on va chercher des profils qui vont être sur du Rails. Deuxième petit problème. Donc, on sait d'ores et déjà, entre guillemets, que le pool à qui on va s'adresser va être beaucoup plus petit. Et l'idée, c'est de donner un peu des premiers warnings sur la potentielle incompatibilité entre le brief et le marché. Ensuite, une fois que voilà, vous avez cette idée, cette image-là, l'idée, ça va être de coupler la donnée en interne, donc là avec du sourcing, pour évaluer en gros le potentiel d'embauche qu'on va pouvoir avoir. Donc là, si on reste sur le marché, le cas toujours numéro 1, donc des Nantais dev, l'idée, c'est de se dire, admettons, le marché Rails, il va représenter 900 profils basés sur ce qu'on a pu voir. L'année dernière, on a contacté 350 personnes, donc il nous en reste plus que 550, très bien. Et donc, du coup, on va les faire passer dans une petite lunette pour savoir, in fine, combien d'embauches on va pouvoir faire, basé sur le taux de retour qu'on peut avoir, le taux de retour positif, et après, le funnel de recrutement. Et donc, du coup, à partir de ces informations-là, ça va être de savoir de comment on va pouvoir réajuster un peu notre brief, du coup, de se dire, est-ce qu'on revoit un peu le type de profil sur lequel on se base? Est-ce qu'on revoit un peu les compétences? Est-ce qu'on accepte des personnes qui n'ont pas travaillé que sur du Rails, par exemple? Ou aussi de se dire, sinon, on va faire une nouvelle stratégie de sourcing et de se dire, on va potentiellement aller voir s'il n'y a pas des Parisiens qui veulent se relocaliser à Nantes. Donc voilà, et surtout, une fois qu'on a du coup identifié le problème, il faut proposer des solutions. Donc là, avec un deuxième cas, l'idée, c'est de se dire, pareil, là, on travaille sur le marché du coup des engineering managers mobiles en France. Il faut montrer du coup que le marché il est relativement tendu, que le profil est pénurique et du coup de montrer le pool de candidats qu'on va avoir qui va être relativement petit. Et surtout de proposer des alternatives aux managers et de se dire, ok, très bien, qu'est-ce qui est le plus important aujourd'hui? Est-ce que, par exemple, le fait de maîtriser du React Native, c'est plus important ou ce qui compte pour toi, c'est quelqu'un qui va manager cette équipe-là? Parce que, techniquement, c'est plus facile de faire monter des gens, du coup, en management que de faire apprendre une techno from scratch à une personne. Et toujours, l'idée, c'est de se dire, OK, on a notre option 1 où on trouve le candidat parfait et tout va bien dans le meilleur des mondes. Mais si on ne le trouve pas, il faut anticiper un peu les blocages ou la perte de temps qu'on peut avoir et se dire, OK, on va se concentrer du coup sur est-ce qu'une alternative, ça ne serait pas on va trouver un contributeur ou une contributrice individuelle sur cette techno-là et le faire monter en compétences en management. Donc voilà. Ensuite, parce que j'imagine que le premier truc que vous allez me dire, c'est oui, mais quand on n'a pas ces outils-là, qu'est-ce qu'on fait? Sans outils, c'est possible d'avoir aussi des données aussi pertinentes. L'idée, c'est beaucoup de travailler sur ce qu'on appelle le market intelligence. Donc, du coup, c'est un peu de garder un œil sur toutes les tendances, les boîtes concurrentes, les nouvelles pratiques, les problématiques potentiellement rencontrées par d'autres recruteurs. Et de coupler aussi toutes ces informations avec l'ATS que vous pouvez avoir, parce qu'il y a énormément d'enjeux à comprendre un peu la structure de la boîte, les salaires, est-ce que en termes de réorganisation, il y a des choses qui pourraient être pertinentes pour nous donner un peu des idées, des tendances qu'on pourrait avoir. Bien entendu, tout ça, c'est chronophage et il faut avoir un peu le réflexe d'aller noter toutes ces informations-là dans un même endroit et qu'on va du coup tenir aussi à jour. Et donc concrètement, pour vous montrer comment ça peut du coup se matérialiser, l'idée c'est là l'idée c'était de voir si on était compétitif sur un type de poste et une famille spécifique. Donc là c'est la famille des devs et du coup c'était on veut voir en fonction de chaque seniorité est-ce qu'on est compétitif. Donc à savoir que dans le parti compétitif on a
et le salaire. Donc là, du coup, je suis allée voir sur Welcome to the Jungle. J'ai fait ça à la main, donc c'est un peu chronophage, mais de dire, bon, bah, OK, si on regarde les full stacks de 3 à 5 ans, quel est le salaire médian? OK, 50K, et les offres en full remote qu'on pourrait avoir, parce que nous, on pratique du full remote. Et après, en parallèle de ça, c'est aussi de benchmarker un peu les avantages qu'on peut avoir. Donc là, on s'est référé aux entreprises de la French Tech. Donc, on a été voir toutes les fiches de poste de toutes les entreprises pour avoir des informations sur le remote. Donc là, de se dire, bon, bah, il y en a 27% qui proposent potentiellement du full remote. Bon, c'est noté en fonction du poste. Mais de se dire, OK, côté transport, santé, restauration, est-ce qu'on est à côté de la plaque ou pas? Bon, il y a 5 à 10% des entreprises qui offrent plus de 50%, etc. Et donc aussi de faire ça avec la partie salaire et de se dire, bon, bah, OK, bon, bah, sur ce profil-là, on est entre 50%, enfin 50 et 90 percentiles du marché. Bon, conclusion, on est dans les clous, on pourrait faire mieux, bien entendu, mais on n'est pas non plus à côté de la plaque. Donc voilà, et après, l'idée, c'est d'utiliser du coup toutes ces informations qu'on a pu récolter pour in fine, influencer le recrutement. Du coup, de faire un retour complet au hiring manager sur bah voilà, les informations que j'ai de mon ATS sur pourquoi on rejette les candidats, ça représente combien de personnes, basé aussi sur l'étude, ce que j'ai pu faire sur les remotes, le salaire et aussi ce que font les concurrents. Bah, du coup, l'idée, ça va être de dire au manager, soit on continue, entre guillemets, un peu d'avancer un peu dans le vide. Soit on peut revoir nos attentes, on peut aussi revoir nos politiques pour être un peu plus compétitif. Et l'idée, c'est aussi surtout de souligner le time to hire, donc le temps qu'on va mettre pour recruter une personne, parce que derrière ça, il y a aussi le coût de recrutement, tous les enjeux business qu'on peut avoir et le fait de pénaliser aussi une équipe en se disant, bon, bah, si on ne change rien, on peut recruter potentiellement, mais ça va prendre beaucoup plus de temps. Donc voilà sur cette première partie. Du coup, la deuxième partie, elle est un peu plus concentrée sur vraiment le processus de recrutement et comment ça peut du coup nous aider à améliorer, enfin comment la data peut nous aider à améliorer nos process. Du coup, alors là, je vais vous parler d'un cas assez concret où on va utiliser le funnel de recrutement pour savoir, pour essayer d'avoir un peu des outils sur est-ce qu'on doit améliorer des choses et d'où viennent potentiellement les problématiques. Pour ce cas, donc du coup, là, c'est sur le recrutement de support client en Allemagne. En gros, on est venu me voir en me disant, bah, aujourd'hui, les recrutements, ils sont un peu trop longs, on n'a pas assez de candidatures et on a aussi peu de retours sur du sourcing. Qu'est-ce qu'on peut faire? Très bien, donc premier réflexe, ça va être de regarder un peu les datas un peu clés sur les embauches, sur le sourcing, sur encore les raisons de disqualification par étape. Et du coup, là, le funnel de recrutement et de se dire, bah, OK, quels sont mes taux de réussite à chaque étape. Du coup, une fois que j'ai fait cet exercice-là, j'ai, on va dire, souligné deux axes qui me semblaient un peu problématiques, qui étaient du coup, le drop, donc le nombre de personnes qui vont sortir du processus de recrutement. Et donc, on en voit un peu à plusieurs étapes et surtout une étape un peu clé au niveau de la prise de référence. Et là, c'est un peu dommage de perdre des candidats une fois qu'ils ont fait tout le process. Le dernier point, c'était sur, du coup, on va dire l'évaluation du profil, parce qu'on peut voir que, du coup, sur les recruteurs qui font passer les entretiens, il y a peu de candidats, du coup, qui réussissent l'entretien technique. Donc, du coup, ça va être de savoir aussi pourquoi. Donc, une fois qu'on a identifié ces problèmes-là, ça va être de se dire quelles sont les solutions explorées. Pour moi, il y avait donc l'engagement des candidats, donc se dire comment on fait pour faire rester les candidats en process, comment on peut potentiellement mieux vendre la boîte, quels sont les facteurs qui vont influencer aussi les candidats à sortir du process, est-ce que c'est parce que c'est trop long, est-ce qu'on a assez de touch points, de points, d'échanges avec les candidats ou pas, etc. Et après, sur l'alignement des profils, OK, entre l'équipe recrutement et l'équipe des hiring managers, potentiellement, il y a un souci. Qu'est-ce qu'on fait pour mieux comprendre un peu les profils, les attentes et surtout qu'est-ce qu'on va évaluer à chaque étape et pourquoi? Après, si on peut bien sûr aller plus loin sur OK, comment on va améliorer aussi ces taux de sourcing. Sur la slide précédente, je ne sais pas si vous avez vu, il y a une partie sur le culture fit.
Pareil, ça veut dire quoi culture fit? Est-ce que c'est des candidats qui ne veulent pas être en start-up et dommage, on est en start-up, etc. Donc voilà, donc ça c'est un premier outil. Et la deuxième, c'est surtout, une fois qu'on a identifié les problèmes, ça va être de se dire, il faut mettre en place du coup des solutions pour pouvoir, des solutions et aussi des KPI pour suivre l'impact de ce qu'on a mis en place. Donc là, le deuxième cas, c'était, donc on revient un peu au premier cas sur les recrutements tech à Nantes. Pour vous donner un petit peu de contexte, en gros, ça faisait 1 an qu'on travaillait sur l'ouverture du hub. Ça faisait 1 an qu'on recrutait là-bas et on avait vu une baisse du coup de la vitesse de recrutement, donc moins de personnes qui postulent, des taux de transformation qui étaient moins bons. Et à ce moment-là, donc on travaillait en binôme avec Paul-Étienne. Donc Paul-Étienne était en tant que recruteur et moi j'étais en tant que sourceur full-time sur le marché de Nantes. Et le premier, on va dire, indice qu'on avait, c'est qu'on sentait que le marché était un peu petit, donc c'était un peu plus difficile du coup de recruter. Le problème qu'on a du coup vu, c'était qu'on avait pas mal de personnes qui sortaient du processus de recrutement de leur propre volonté et qu'on avait aussi des taux de réussite qui étaient moins bons comparé si on comparait à une autre ville, par exemple à Paris. Et du coup, l'idée, c'est de se dire, qu'est-ce qu'on fait pour perdre le moins de candidats possible, vu que déjà, il n'y en a pas beaucoup. Et donc, du coup, ce qu'on a mis en place, c'était de se dire, OK, on va beaucoup investir sur l'engagement, donc d'avoir plus de points de contact avec les candidats, de faire plus de suivi, comment à travers plus de contenu, donc de mieux les préparer à la réussite, de nouer aussi une relation de confiance un peu plus forte avec l'équipe talent et du coup, in fine, que ces personnes soient un peu plus engagées ou du moins, s'il y a du drop, qu'on puisse un peu le prévenir. Et donc, du coup, au niveau des résultats, ce qu'on s'est dit, c'était qu'on a mis un follow-up sur le drop et le taux de réussite à 2 étapes clés du processus. Sur le test technique qu'on faisait à la maison, et le deuxième, c'était sur les entretiens du coup sur place. Et on a fait ça sur toute la typologie peu importe la typologie des candidats, donc que ce soit des personnes qui postulent, qui ont été sourcées et qui ont été cooptées. Et donc, du coup, les résultats qu'on a eus, donc on a fait un peu le avant-après, c'était donc une baisse du coup du nombre de personnes qui sortaient du processus de recrutement et plus de personnes qui réussissaient. Et donc ça, forcément, ça nous a beaucoup aidé à closer et à optimiser un peu nos forces au niveau du recrutement. Donc voilà, et on va aborder du coup la dernière partie qui va être un peu cette fois-ci d'avoir un axe un peu plus stratégique avec du coup la donnée. Du coup, l'idée avec la donnée, c'est aussi de pouvoir donner de la visibilité à ces managers. Donc, on a vu une première utilisation du funnel au tout début qui était de se dire, on veut savoir quels sont un peu les taux de réussite de chaque candidat à chaque étape pour spotter potentiellement des problèmes au niveau de notre processus de recrutement. Il y a une deuxième utilisation qui est de faire un peu l'inverse et de se dire, maintenant qu'on sait un peu les taux de réussite, il faut qu'on fasse un peu de la prédiction pour savoir si on va embaucher ou pas, à partir du pipe actuel qu'on va avoir. Parce que l'idée, c'est de se dire, OK, si on a X personnes au niveau de l'entretien téléphonique, combien on peut estimer de personnes, estimer le nombre de réussites pour savoir à peu près combien de personnes on va embaucher. L'idée, le but, c'est de pouvoir prédire déjà, à un instant T, l'avancement du recrutement. 2, de rassurer surtout les managers en se disant, t'inquiète pas, OK, on n'en a pas beaucoup dans le processus, mais techniquement, on devrait faire 2 embauches alors qu'on doit en faire, notre target, c'est de 1. Donc, on est entre guillemets dans les clous. Et de connaître aussi les ressources à dédier ou pas, du coup. Parce que si on sait qu'on va pouvoir potentiellement embaucher 2 personnes, est-ce que j'ai besoin d'aller faire du sourcing? Techniquement, non, parce que notre recrutement, il est dans ce processus de recrutement. Et l'idée, après, ça va être du coup chaque semaine de pouvoir suivre un peu ces chiffres pour voir si les prédictions du coup qu'on a données sont bons ou pas. Ensuite, le dernier point, c'est de pouvoir utiliser cette donnée pour fixer des objectifs.
Alors, je ne rentre pas dans la complexité du funnel, du calcul au niveau de la donnée, etc. C'est plus vous donner une vision un peu simple avec des KPI. Donc là, l'exemple, c'était sur Women in Tech, donc j'ai beaucoup travaillé dessus chez Doctolib. Et ce qu'on faisait, c'était de se dire, OK, on veut savoir qu'est-ce qu'on doit faire, quels sont un peu le cap qu'on doit avoir pour recruter des femmes. Donc, du coup, on va se baser sur des informations qui sont relativement importantes sur les données du funnel, les KPI, etc. De prendre en compte la structure actuelle, combien on a de femmes aujourd'hui, donc là 17%, et l'année prochaine, c'est totalement fictif, hein, vous avez bien entendu les chiffres, de se dire, bon, OK, si on a 90 recrutements, il faut l'idée de passer de 17 à 20%, ça nous fait 21 femmes à recruter. Donc, très bien, une fois qu'on a un peu fixé le cadre. Et du coup, l'idée, c'est de se dire, OK, donc on sait que, par exemple, sur les sources un peu du hiring qu'on va avoir, on va avoir 8 femmes sur 21 qu'on doit embaucher via le sourcing. OK, donc c'est ce travail d'embaucher 8 femmes via le sourcing, ça représente quel effort? Il faut envoyer environ sur l'année un peu plus de 2000 messages, basé sur le fait qu'on a des taux de retour positifs de 13%, etc. Et qu'il faut environ qu'on fasse 15 calls pour avoir une embauche. Très bien, donc à partir de ça, on sait qu'on va répartir du coup l'effort sur toute l'année et se fixer des objectifs par mois. Et donc, de se dire, voilà, il faut... les guidelines pour les sourceurs, c'est d'envoyer au moins 202 messages. Il faut qu'on fasse une trentaine de calls par mois pour faire 2 embauches. Et ça nous permet du coup à la fin de chaque mois d'attester si on est dans les targets ou pas. Et si on ne l'est pas, de pouvoir mettre en place des mesures un peu correctives. Donc voilà. Et du coup, pour finir, je ne sais pas si je suis toujours dans le timing, Mathias. Nickel. Pas de Okay. souci, tu peux prendre ton temps pour closer, pour conclure. Ok, très bien. Parce que du coup, Mathias a vous a mis un peu l'eau à la bouche pour savoir comment j'avais fait pour recruter autant de profils en un mois. Donc, je vais vous montrer un peu toute la démarche et aussi qu'est-ce qui s'est passé du coup chez Matera à ce moment-là. Donc, à savoir que à ce moment-là, donc je gère tous les recrutements chez Matera. On avait, j'avais un gros besoin. Les hiring managers sont venus me voir en me disant, on a un gros besoin sur le support côté client, donc des postes de CSM. Donc, j'avais jamais travaillé dessus et on était à peu près fin septembre. Et ils me disent, OK, ta mission, c'est d'embaucher 11 personnes avant la fin décembre. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Donc, pareil, on reprend un peu la méthodologie. C'était de se dire, déjà, il faut comprendre le funnel. Donc, je prends les grosses données qu'on peut avoir et je vois ici qu'on a des taux de transformation qui sont pas très bons. Donc, ça, c'est ce qui a été fait avant mon intervention, parce que je n'avais pas du coup d'historique. Les gros chiffres au niveau de la data qui vont être associés, donc combien de personnes qui postulent, est-ce que le poste il est un peu attrayant, on va dire, quel est l'effort un peu à faire pour avoir une embauche, et surtout les raisons de disqualification. Donc là, quand je vois un peu les raisons de disqualification, je me dis, OK, potentiellement, il y a un peu de drop, il y a un problème au niveau des salaires. Est-ce que ça veut dire que notre grille est toujours pertinente? Est-ce qu'on recherche des gens qu'à Paris? Est-ce qu'on a un problème d'engagement? Si oui, pourquoi? Et pourquoi il y a, notamment, moi, ça m'avait un peu inquiété sur la partie last round, pourquoi il y a aussi peu de personnes qui réussissent et qui sont rejetées à cause des compétences. Du coup, ça me permet un peu de préparer un peu le brief pour challenger potentiellement le manager. Et la deuxième étape avant ça, c'était aussi de se dire, je vais prévenir ou du moins anticiper une réussite ou, dans notre cas, un fail, en se disant, quelle est un peu notre prédiction sur un mois. Donc, toujours basé sur le fait qu'on ne change pas la pipeline et sur les KPI qu'on a aujourd'hui. Et donc, du coup, j'ai regardé, je me disais, OK, il faut que je fasse 15 phone screens par semaine, sachant que j'ai d'autres postes à côté, ça va potentiellement coincer. Donc, du coup, les candidats vont devoir attendre un peu plus longtemps pour échanger avec moi. Et il faut que les personnes qui sont dans les processus de recrutement soient au courant, du moins que l'équipe soit au courant qu'elle va devoir faire au moins un entretien par jour pour répondre un peu à ses attentes. Et au maximum, là, on pouvait attendre que 3 embauches par mois. Donc,
d'ici fin décembre, on n'en aurait recruté que 9. Donc, on était dans une situation, du coup, d'échec. Donc, du coup, là, aussi demander un peu d'aide aux managers pour faire passer plus de calls, que les équipes soient prêtes à faire pas mal d'entretiens sur une semaine, ou du moins qu'on ait sinon un roulement qui soit un peu plus fort. Et donc, du coup, basé sur là-dessus, il faut mettre en place un peu des actions et du coup des quick wins à déployer. Donc, déjà, sur la partie inbound, on a un peu revu la fiche de poste, on a un peu retravaillé pour avoir pas mal de personnes qui ont postulé et on l'a ouvert en remote. Ensuite, au niveau de l'alignement avec les équipes, j'ai fait pas mal de shadows, pas mal de cafés pour comprendre un peu le quotidien des équipes, qu'est-ce qui est important pour eux dans leur boulot et aussi un peu pour mieux vendre le poste. Et j'ai relu un peu toutes les anciennes évaluations pour voir qu'est-ce qui coinçait. Ensuite, au niveau de l'engagement, là, on a revu un peu tout le workflow des emails, donc tous les emails que les candidats vont recevoir à chaque étape du process, de plus les coacher, de faire des débriefs et d'avoir aussi les retours des candidats pour pouvoir améliorer nos process de recrutement. Et en dernière partie, donc du coup, les ressources. Donc, si on veut éviter la perte des candidats, qu'est-ce qu'on fait pour avoir plus de personnes à dispo pour faire passer des entretiens? Est-ce qu'on se met des chiffres pour se dire, des deadlines pour se dire si on n'a pas de disponibilité avant une semaine, qu'est-ce qu'on fait pour que les candidats n'attendent pas plus longtemps? Donc voilà, et du coup, l'idée c'est, comme je disais tout à l'heure, de suivre un peu sa performance. Donc à partir du moment où je suis intervenue sur ce poste-là, j'ai regardé que ma data, donc que vous pouvez voir sur cette partie ici, avec le pipe. Donc on peut voir qu'on a bien amélioré nos taux de réussite. Les taux de passation sont moins bons, on a eu beaucoup plus d'entrants, en partie grâce au remote, ça je ne le cache pas. Voilà. On a réduit nos temps de recrutement aussi. Donc, on est passé de 5 faux screens pour faire une embauche. Avant, on était à 17, etc. Donc, ce qui nous a permis en fait, d'aller beaucoup plus vite et du coup de closer ces 11 profils en un mois. Donc, voilà un peu la sorcellerie qui a été mise en place. Et donc, du coup, pour conclure sur un peu les points qui me semblent un peu les plus importants à retenir, c'est que déjà, tout ce travail, il est impossible sans donner. Il faut investir beaucoup de temps au tout début pour mettre en place une politique sur l'ATS que vous allez utiliser, comment on disqualifie les candidats, pourquoi, comment on s'aligne aussi avec tous les autres recruteurs, si vous avez beaucoup de recruteurs dans votre boîte, pour harmoniser un peu la donnée. Et après, si on veut être un peu plus fin, est-ce qu'on met une stratégie un peu de tag pour être encore plus précis sur la qualité un peu de la donnée. Ensuite, ça repose énormément, le deuxième point, c'est que ça repose énormément sur la confiance avec les hiring managers que vous allez avoir et surtout d'anticiper au maximum les problèmes en amont, qu'ils soient un peu au courant des difficultés qu'on pourrait avoir et de suivre tout le temps, d'avoir des points d'échange très réguliers avec eux. Et le dernier point, c'est que ça reste des chiffres. Et malheureusement, comme vous le savez, il y a énormément, enfin malheureusement ou heureusement, justement, il y a beaucoup d'humains dans notre métier. Et du coup, la donnée, elle nous aide à avoir des orientations, des tendances, mais ce n'est pas une science exacte. Donc voilà, j'espère qu'on est en time. Yes, parfait. Tu as fini à 12h30. Trop cool, Maureen. Franchement, merci beaucoup. Il y a eu beaucoup de réactions dans le chat. Et du coup, petit disclaimer, on va peut-être avoir du mal à vous donner le micro parce qu'on a un petit souci technique de l'Istarac donne le micro. Donc, je vais peut-être devoir lire vos questions. Je suis désolé, je sais que Jason, par exemple, tu avais levé la main. Si tu veux envoyer ta question dans le chat, voilà, exceptionnellement, je vais faire les retours, mais on va commencer par vous poser une question à tous. Et Sarah va vous partager le petit slido. Il suffit juste de sortir votre téléphone et de nous donner à votre tour votre niveau d'avancement. On a compris que Maureen, elle était relativement avancée sur l'usage de la data dans le recrutement. On aimerait bien savoir, vous, à l'échelle de votre équipe, aujourd'hui, est-ce que vous êtes sorti de l'œuf et en vrai, voilà, il n'y a pas trop d'usage de la data aujourd'hui. Vous en êtes au début, c'est-à-dire que vous avez quelques KPIs, mais pas forcément un suivi régulier. Vous êtes relativement avancé avec du tracking en continu, des bonnes sources de données, et voilà, et quand même un usage qui commence à être poussé.
Euh, Éventuellement, pour certains, est-ce que vous êtes niveau Maureen, Determinator? Donc voilà, je vous laisse. Il suffit juste de prendre votre téléphone, de flasher le code sur le côté et, euh, et de nous donner, de nous donner en toute transparence votre réponse. C'est anonyme, je précise. J'espère que ça marche d'ailleurs, parce qu'en général, vous êtes assez rapide à répondre. J'espère que le truc n'est pas en train de bugger. Euh, Ah, mais si, je crois que ça va, t'as bugué. En fait, on est frisé sur. Tu vois les résultats ou pas, toi, sur le Slido? C'est arrêté là. C'est arrêté? Ok. Bon, bah, décidément, aujourd'hui, ça part, ça part de tous les côtés. C'est pas grave. Bah, tant pis, je vais enchaîner avec vos questions alors. Et si jamais on arrive à récupérer vos réponses quand vous avez répondu, je vous enverrai ça avec Sarah dans le petit récap. Ah, il y a Maya qui dit qu'elle voit les résultats. Ok. Bon, bah, tout le monde voyait. Moi, j'ai frisé. All right. Bon, bah, on passe aux questions si c'est bon pour toi, Maureen. Ah, bah, du coup, oui, effectivement, on a le résultat. OK. Trop bien. Bon, bah, plus de la moitié au début, du coup. Ça veut dire que ce live était important. Ok, du coup, je vais passer aux questions pour toi, Maureen. Il y avait Baptiste qui, bah, lui, de toute façon, son micro ne marchait pas, donc je vais pouvoir les poser pour lui. Déjà, la première question qui s'est posée, c'était, en fait, à la base, qu'est-ce qui t'a fait penser que la data pouvait être critique pour le recrutement? Et sur quelles données tu as commencé à travailler. Son contexte à lui, du coup, pour te donner un petit peu de contexte plus large, c'est qu'il est dans la data et il essaye d'aider son équipe RH qui n'a pas de culture data à l'approcher et donc à commencer. Donc peut-être quels sont les tips pour commencer? Ouais, alors le premier cas que j'ai en tête sur lequel je me suis dit, bon, j'ai besoin d'aller fouiner un petit peu pour avoir de la donnée, c'était, en gros, il y avait un recrutement où je n'arrivais pas à faire. Je ne comprenais pas, ça faisait quelques mois que j'étais dessus. Et à l'époque, on avait des outils très basiques, donc je regardais un peu en termes de sourcing, combien de personnes allaient envoyer, combien de messages on envoyait, etc. Notre ATS, du coup, donc à l'époque, on utilisait Lever, nous permettait un peu d'avoir accès à des données importantes, mais après, il faut savoir qu'est-ce qu'on recherche, quelle est la problématique exactement, la problématique qui se pose. Moi, dans mon cas, c'était, on avait, quand j'envoyais des candidats, ils correspondaient à 100% au niveau du brief. Par contre, on avait un taux d'échec assez fort au niveau du cas. Et du coup, j'avais besoin de faire ce qu'on peut appeler un post-mortem, donc du coup, une revue un peu sur tout ce qui a été fait, qu'est-ce qui marche pas, ça permet aussi de mieux s'aligner avec le manager. Donc, en gros, je pense qu'il faut déjà partir de la problématique. Qu'est-ce qui coince? Et donc, du coup, là, je pense que le funnel, tous les ATS peuvent le donner plus ou moins facilement, après ça dépend. Mais ouais, c'est de partir de la problématique, qu'est-ce qu'on cherche comme information, et ça après, ça nous aide à aller chercher un peu la donnée qu'on cherche. Ok, trop cool. Bah écoute, super, je pense que vous êtes nombreux, je pense, à vous demander comment commencer, donc c'est cool d'avoir ce feedback. Il y a Joris aussi qui te demandait, est-ce que tu utilises la data après l'acceptation de l'offre? Je sais que c'est souvent un truc qu'on met en place après, on commence par regarder la performance du recrutement et après on oublie un peu, on dépriorise turnover, fin de période d'essai avant 3 mois. Il te demande est-ce que tu mesures la qualité de ton recrutement à un sens plus large? Non, parce que, avant, je sais que chez Doctolib, on regardait un peu ça, on était aussi objectivé là-dessus. Aujourd'hui, chez Matera, on est en train de repartir de zéro sur notamment le post-hiring, l'onboarding. Donc, ce sont des KPI, bien entendu, à mettre en place. Après, aujourd'hui, en termes en effet, si on voit qu'on a pas mal c'est bien de recruter en ce profil, mais si 50% de ces profils-là, en fait, pendant la période d'essai, ils partent, ça sert strictement à rien. Donc, ouais, totalement important de le faire. Aujourd'hui, c'est pas encore dans ma roadmap, malheureusement. Ça marche. Donc même toi, dans ton niveau Terminator, tu peux encore aller chercher plus loin. Tu peux toujours aller chercher plus loin.
Mais ok, trop cool. Clémentine, pour passer un peu sur la partie outils, parce qu'il y a beaucoup de réactions, certains à nous demander est-ce que vous pouvez envoyer les outils que tu as mentionnés. Oui, pas de problème, on fera un petit mail récap pour vous remettre à tout pour un peu ta stack. Clémentine, elle demande justement s'il y avait un ATS à conseiller pour avoir ce genre de tracking que toi tu peux suivre. Elle dit qu'elle est sur Talentsoft et qu'elle est relativement limitée sur les KPI. Est-ce que tu conseillerais? Alors, en fait, ça dépend aussi du budget. Parce que forcément, en fonction de la taille de la boîte et du budget qu'on a, on ne va pas avoir besoin de déployer, on ne va pas déployer les mêmes outils. Moi, à titre d'exemple, on utilise Recruity et c'est très difficile d'avoir de la donnée, donc je passe plus de temps à essayer d'aller fouiner que d'avoir la donnée à disposition. Le meilleur que moi j'ai utilisé, c'était Greenhouse. Par contre, après, on est en termes de coût, c'est très cher et c'est, je pense, plus pour des boîtes qui recrutent très fortement, où il y a pas mal de volume parce que ça te permet du coup tout ce qui est vraiment sourcing et après embauche, processus de recrutement, ils ont de la donnée très fin. On peut exporter aussi la donnée sur Excel. Après, in fine, ce que je crois avoir vu des réflexions vis-à-vis des outils. Oui, on peut faire on peut faire des choses à la mano avec du Excel. J'ai vu aussi des tips pour utiliser Notion comme ATS. Donc tout est possible. Après, ça dépend du temps qu'on peut avoir et aussi du budget qu'on a. Ouais, l'un des avantages, c'est l'automatisation, quoi. Est-ce qu'on arrive à automatiser et Notion, c'est super pour ça. Si vous êtes un petit peu doueur, utilisez du Make, du ChatGPT, du Notion. On peut créer des choses assez extraordinaires de ce point de vue-là. Effectivement, quelqu'un demandait sur les coûts pour LinkedIn Talent Insight, parce que c'est le premier outil dont tu as parlé. Et je crois qu'il y a un coût assez élevé derrière. Tu peux peut-être donner une idée à ceux qui ne savent pas. C'est super cher. De mémoire, je suis pas sûre, hein, mais je crois que de la licence, la licence, c'était à peu près 15 000 euros, je crois. Et ça, c'était il y a 1 an et demi. Hein, donc, entre-temps, il y a des petites augmentations. Mais ouais, de mémoire, c'était ça. La licence par personne. D'accord, ok. Ok, ok. Ouais, effectivement, donc si tu es une petite startup qui commence et que tu n'as pas encore d'ATS, va pas commencer par Oui. prendre Talent Insights. Mais ce qui est cool, c'est que tu as partagé pas mal d'outils qui ont soit des versions gratuites, soit donc on vous enverra toute cette stack. Et il y avait justement une question un peu sur la stack parmi toute cette galaxie de choses. Vous avez l'air d'être nombreux à être sur des petites structures qui commencent. Est-ce que tu as peut-être deux ou trois outils vraiment à considérer en prio, selon toi, pour des équipes qui commencent et avec un budget assez limité? Qu'est-ce qui est vraiment prio versus un peu plus du luxe à ce stade-là? Ouais, je pense en vrai, en fonction du type de profil que vous allez recruter, LinkedIn recruteur c'est cher, mais ça peut suffire pour justement avoir aussi ces informations-là et en parallèle sourcer, encore une fois, en fonction des profils que vous avez. Sur l'ATS, donc nous, pour donner une idée, je crois que Recruity, ça coûte entre 15 et 20 000 euros. C'est pas le meilleur en termes d'informations très spécifiques qu'on va chercher, mais ça fait le taf de l'ATS. Qu'est-ce qu'on utilise encore? Et après, c'est énormément, je fais beaucoup de choses à la main avec notamment Notion. J'ai pas mal de pages où je suis les salaires, des articles à partager, des tendances, etc., qui vont permettre aussi d'alimenter un peu la roadmap. Donc, il n'y a pas vraiment pour moi, si on a LinkedIn recruteur et l'ATS, c'est vraiment la prio. Après, l'ATS, encore une fois, si vous avez quelque chose fait maison ou, c'est pas le meilleur, hein, tout ce qui va être Excel. Par contre, ça permet d'avoir la donnée facilement. Mais sinon, ouais, je pense que demain, si j'ai pas d'ATS et qu'on me dit il n'y a pas de budget, je prends Notion. Ok, trop cool. On sent que tu as commencé de ton côté en étant un peu doueur justement avec ton Excel et c'est pas déconnant de commencer avec ça et de se faire un peu la main avant de se prendre les super outils, machines de guerre qui derrière te permettent de scaler effectivement ton efficacité et ta performance.
Top, ça parle pas mal de Tim Taylor dans le chat. Je crois que Tim Taylor a pas mal de fans dans la communauté chez nous, parce qu'à chaque fois dans le chat qu'on parle d'ATS, il y a du Tim Taylor revient. Trop cool en tout cas. Merci beaucoup, ce sera le mot de la fin. Et bon, navré pour le petit problème technique, vous savez que j'adore passer le micro, mais voilà, on vous envoie le petit récap, vous aurez accès à tout. Et puis surtout, merci beaucoup Maureen, parce que vraiment, tout le monde est resté quasiment jusqu'au bout. Donc, je pense que tu as donné de super conseils. Et, voilà, tout le monde est en train de remercier dans le chat. Ça fait plaisir. Championne. Grave. Merci à tous. Je vous souhaite un bon déj. Et puis, merci Maureen. À très vite. Merci beaucoup. Bonne journée à tous.